Je voulais commencer principalement ce live par quelques conseils à des compatriotes, à nos frères qui sont généralement dans la diaspora, certains parfois, qui font preuve d'une naïveté déconcertante vis-à-vis du régime qu'ils sont censés combattre, du régime qu'ils sont en train de combattre ou qu'ils sont censés combattre. On a connu le cas Omoulou, qui est en prison jusqu'à maintenant, et toute notre prière est qu'il sorte de là, qu'il s'en sorte. Il est toujours en prison, on espère qu'il va s'en sortir. Mais visiblement, les gens ne tirent aucune leçon du caractère répressif du régime togolais. Le régime togolais, c'est un régime qui ne pardonne pas. Quand vous décidez de combattre le régime togolais, ou que vous êtes engagé à combattre le régime togolais, que vous les critiquez, que vous luttez pour leur chute, en étant à l'extérieur, qu'il ne vous arrive pas à l'esprit un matin de dire « je vais rentrer au Togo parce que quelqu'un m'a donné des assurances » ou bien « j'ai changé de camp, j'ai trouvé que bon, je critiquais trop M. Faure Gnassingbé, après tout c'est un homme bien, maintenant je suis devenu UNIR, j'ai lutté pendant des années, on n'a pas de résultat, maintenant je vais retourner dans UNIR et je vais rentrer au Togo. » Il ne faut pas que cela vous traverse l'esprit, parce que ces gens, ils sont très rancuniers. Ils ne pardonnent jamais. Et je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples, et vous allez constater que... Et c'est lié à la nature des régimes répressifs. C'est toujours comme ça ne pardonne jamais. Une fois que vous avez commencé par les dénoncer, les critiquer, les combattre, ne soyez pas naïfs pour dire un matin, bon, moi je vais retourner au pays parce que j'ai changé de camp, j'ai tourné ma veste, quelqu'un m'a rassuré que je vais rentrer au pays. Vous savez, il y a des gens qui ont combattu il y a des mois, comme les frères Lawson, les Merlot, tout ça. Ces gens ont passé des années en exil. Quand ils sont rentrés au Togo, ils sont morts dans des conditions assez bizarres, curieuses, que personne n'a élucidé jusqu'à ce jour. Il y a notre compatriote Lokodo Souvi qui est rentré du Canada après les accords, ou peut-être même avant les accords, qui a eu des postes de responsabilité. Et après, il est décédé. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Sa mort n'a jamais été éclaircie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Il y a d'autres personnes qui se sont levées contre ce régime, qui à un moment donné se sont dit, bon, moi, je vais rentrer au pays, je suis fatigué, et je vais aller me mettre au service de la dictature. Soit, vous arrivez, ils vous reçoivent comme si de rien n'était, ils vous remettent en confiance, vous avez ce que vous voulez, vous allez vivre avec eux, et ils vont profiter pour vous liquider en douce. Soit vous arrivez, et ils vous utilisent la méthode la plus brutale en même temps, ils vous arrêtent. Vous voyez à l'aéroport de Lomé, aux frontières, il y a une liste d'activistes qui sont à la frontière. Si vous avez des amis qui sont dans les forces de l'ordre, ils vous diront, il y a toujours une liste aux frontières aériennes comme terrestres. Si vous voulez passer en faisant les formalités, ils vont vous arrêter tout de suite. Ils vont vous arrêter. Mais il faut que les gens fassent très attention. Il y a un responsable d'une association des droits de l'homme au Togo. Quand je parle de cette histoire, je vais évoquer son cas. Un responsable d'une association des droits de l'homme au Togo qui a vécu les événements, qui a beaucoup travaillé pendant les massacres de 2005 et puis après qui s'est exilé aux États-Unis. Et depuis quelques semaines ou quelques mois, il envoie des messages aux gens. Moi-même, il m'en a envoyé, il m'a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas décroché, envoyé plein de messages. Que ouais, il faut cesser de critiquer Faure Gnassingbé. Il a eu des révélations avec le pasteur
le pasteur qui en tient là, qui a eu des révélations, que Faure c'est quelqu'un de bien, il faut aller aider Faure Gnassingbé, l'opposition n'est pas sérieuse, il y a ci, il y a ça, et que lui, il compte rentrer au pays pour aller aider Faure Gnassingbé et tout ça. J'ai lu ces messages, il m'en a envoyé tellement que je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est des gens qui se sont battus, qui ont dirigé des organisations de droits de l'homme, qui ont produit des rapports accablants sur le régime, d'où vient que du jour au lendemain, et après 20 ans d'exil, ils découvrent que Faure Gnassingbé est devenu une personne fréquentable parce qu'un pasteur l'aurait convaincu que Dieu a dit que Faure Gnassingbé est quelqu'un de confort et de choix et que lui va rentrer au pays. Et donc, il s'apprête à rentrer au pays dans les semaines qui viennent. Et moi, je ne sais pas quoi lui dire. Mais il faut que les gens fassent très attention. En 2005, il y a un rapport qui est là. Non, il est aux États-Unis. C'est Akwe Gandhi. Il est aux États-Unis. Le rapport est là, de 2005. Moi, 2005, moi, j'étais avec un frère à moi qui est religieux. Et on était les premiers, avec l'église, parce que c'est un pasteur, on était les premiers à apporter, comment appelle-t-on, à apporter les soutiens aux gens qui ont été réprimés. À Néron, on est allé chez le chef, le roi, l'Ossor, il nous a raconté tout ce qui s'est passé, comment les gens sont rentrés dans sa maison, les militaires, comment ils ont tout cassé, comment ils ont passé à tabac, comment ils ont tabassé les jeunes dans la ville. Après, nous sommes allés à Komé pour apporter assistance aux gens qui ont été blessés. Avec mon frère pasteur dont je parle, on est allé à Komé, et quand on est allé à Komé avec les vivres, vous avez vu les blessés, les gens qui ont eu des coups de machette partout, des traces de balles, des blessures aux pieds, à la tête et tout ça. Les gens avaient encore du sang sur eux, sur le terrain de Komé là-bas au Bénin. On a aidé ce qu'on peut aider et puis on a continué jusqu'à Agamé. Vous savez qu'il y avait une vague qui s'est arrêtée à Komé en 2005 et une autre vague qui est allée jusqu'à Agamé. Et on est allé à Agamé. Quand nous sommes allés à Agamé en 2005, il y avait plein de blessés, les enfants, les femmes, les gens étaient étalés par terre avec des blessures, des crânes ouverts, des bras cassés, vous voyez des traces de machettes et des balles, des frottements de balles. Et donc, on a assisté tous ces gens-là. Hein, c'était tellement émouvant, c'était tellement révoltant. On a assisté ces gens-là à Agamé. On a amené des vivres, les médicaments et tout. Et certains sont morts. On les a enterrés là-bas. D'autres ne sont même pas encore rentrés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ceux qui ont fait ça, pour prendre le pouvoir, en tuant plus de 1500 Togolais, en massacrant les gens, du jour au lendemain, vous venez nous dire que Dieu vous a révélé que c'est des gens fréquentables, et qu'il faut laisser de les dénoncer et il faut aller les aider à changer le pays. Moi, j'étais à Agamé avec un frère pasteur. On était allé au nom de l'église pour porter les premiers secours aux gens. J'étais à Komé. Et donc, on a vu les blessés. C'est des images qui nous reviennent. Et donc, je voudrais inviter les gens qui sont résolument engagés contre ce régime à ne pas commettre certaines erreurs. Les dictatures ne pardonnent pas. Tant que vous les avez une fois combattues ou vous les avez dénoncées, que rien ne traverse votre esprit, que si vous changez même de camp, ou si un jour vous dites que bon, je ne savais pas ce que je suis en train de faire, je retourne vers eux, ils vont vous pardonner. Non, ils ne vont pas vous pardonner. S'ils veulent vous liquider, parfois ils vont vous liquider à la méthode douce, ou bien ils vont vous liquider à la méthode brutale. Dans l'histoire des Philippines, vous savez, les Philippines ont traversé ont connu beaucoup de dictatures. Donc, dans l'histoire des Philippines, il y a eu un homme politique qui a été tué après avoir cru à une promesse
de non-poursuite. C'était Brigino Aquino, son épouse s'appelait Corazon Aquino, et c'était au temps du dictateur Ferdinand Marcos avec sa femme Imelda Marcos. Et Brigino Aquino avait des problèmes avec le régime, il a été condamné à la cour martiale et tout, il a fui pour aller rester aux États-Unis. Et puis plus tard, dans les années 83, le président, comment il s'appelle, Ferdinand Marcos lui dit de rentrer, que tout ça c'est fini, il peut rentrer au pays sans problème. Et naïvement, il décide de rentrer à Manille. Et il arrive à Manille, son avion atterrit. À peine il descend les escaliers, il était à la dernière marche des escaliers, et puis un soldat l'a fusillé. Le soldat lui a tiré à bout portant, l'a liquidé tout de suite. Après, ils ont dit aux gens que non, que le soldat était déséquilibré. C'est comme ça qu'ils l'ont tué. Vous voyez? Et donc, les dictatures ne pardonnent pas.